Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 5 février. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le président du Conseil économique et social du Liban, Charles Arbid, est en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Il a été reçu ce lundi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La coopération entre les deux pays a été évoquée. Un drame est survenu ce matin dans la commune de Cocody. Un car transportant des étudiants est tombé dans un ravin. Bilan de l'accident, 1 mort et 16 blessés, dont 8 dans un état grave. Les opérations de sauvetage ont été promptement engagées pour secourir les rescapés qui sont pris en charge. Le dossier de ce 20h s'intéresse aujourd'hui au garage anarchique installé sur les trottoirs aux grandes dames des piétons et automobilistes. Difficile de circuler sur certaines rues et voies, une situation qui crée des désagréments. Mais qu'est-ce qui est fait pour régler le problème? Réponse dans cette édition. Enfin, en Guinée, on attend les résultats des élections municipales tenues hier dimanche. Environ 6 millions d'électeurs étaient aux urnes. Près de 30 000 candidats, dont 7 055 femmes, sont en lice pour ce scrutin qui ne s'est pas tenu en Guinée depuis 2005. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Liban se renforce. Le président du Conseil économique et social du Liban, Charles Arbid, comme vous le voyez sur ces images, est en visite d'amitié de travail à Abidjan. Il a été donc reçu ce matin même par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et justement, Charles Arbid, président du Conseil économique et social libanais, a pris part aux côtés de son homologue ivoirien à une séance plénière tenue au Conseil économique et social. Les deux institutions libanaises et ivoiriennes envisagent de renforcer leur partenariat. Sidonie Davila pour le reportage. Le Conseil économique et social du Liban et celui de la Côte d'Ivoire renforcent leurs axes de collaboration. La présence de Charles Arbid, président du Conseil économique et social du Liban, dans les enceintes de l'institution sœur en Côte d'Ivoire, traduit cette ferme volonté. En visite de travail et d'amitié, Charles Arbid et Charles Kofi Dibi, les deux présidents d'institutions, ont signé un accord de coopération pour harmoniser leur vision commune. Cette rencontre permettra, je l'espère de tout cœur, de poser les bases d'une coopération solide et fructueuse entre nos deux institutions et contribuera à harmoniser nos vues sur les problématiques à caractère économique, social, environnemental et culturel. C'est dans l'intelligence collective et le partage des bonnes pratiques que nous ferons la différence. Dans nos deux pays, nous avons des idées, du talent et de l'initiative. Travaillons ensemble, nous pourrons mieux faire, mieux produire, mieux grandir et mieux vivre. Élu depuis décembre dernier comme président du Conseil économique et social du Liban, Charles Arbid est à sa première sortie. Sa visite en terre ivoirienne est une opportunité pour les deux institutions de saluer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Liban, des relations établies depuis 1961. Nous partons pour Soubré, où un grave incendie s'est déclaré au Grand Marché très tôt ce matin. Selon des témoins, c'est aux environs de 3 h du matin exactement que le feu s'est déclaré dans l'un des pavillons du marché et a ravagé tout sur son passage. Les flammes déchaînées ont causé d'importants dégâts matériels. Le témoignage de Sam Conan. Des feux de tôle pliés, des magasins calcinés, la fumée qui s'élève encore. Et c'est le décor qu'offre le grand marché de Soubré ce lundi. Ici, les flammes ont tout consumé. Des commerçants racontent. C'est vers 2 h du matin qu'il y a eu un court-circuit au niveau du rond-point central où on appelle marché Roxy. Et quand le court-circuit a pris, c'était au beau milieu de la nuit. Les gens ne pouvaient pas savoir. Et au moment où on s'est rendu compte, c'est véritablement aux alentours de 4 h du matin que les gens ont commencé à affluer pour pouvoir voir. Vous-même, vous voyez les dégâts. Mon magasin, toute ma marchandise. Je suis une veuve, je n'ai pas de mari. J'ai 7 enfants. C'est dans le marché là. Je nourris mes enfants. Ils font tous, ils s'en vont à l'école. Vraiment, je ne sais pas comment vivre encore après tout ça là. Les sapeurs-pompiers civils alertés ont pu, avec l'aide de la population, circonscrire le feu. On a pu circonscrire le feu.
et après procéder par l'exception. Dieu merci que la population est venue à notre aide. Comment trouver l'eau? On devrait casser les tuyaux de partout, pouvoir alimenter, mettre dans les seaux d'eau pour éteindre. Actuellement, nous sommes en train de faire le déblai et le dégarnissage. Les autorités municipales sur les lieux pour constater les dégâts. C'est ce grand marché de Soubré qui est le poumon même de l'économie de Soubré qui est parti. Donc vraiment, nous pleurons avec les commerçants. Nous pleurons avec les commerçants. Il faut que le gouvernement vienne en aide à Soubré. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont considérables. C'est le cœur meurtri que certains commerçants qui ont tout perdu regagnent leur domicile. Autre scène de désolation, un drame est survenu ce matin dans la commune de Cocody. Un cas transportant des étudiants d'un établissement privé d'enseignement supérieur a terminé malheureusement sa course dans un ravin. Le bilan fait état d'un mort et de plusieurs blessés, dont certains dans un état grave. Les opérations de sauvetage ont été promptement engagées pour secourir les rescapés. Le témoignage de Serge Colia. Le drame est survenu dans la matinée de ce lundi 5 février. Le car du ramassage de l'Institut universitaire d'Abidjan finit sa course dans un ravin au moment où le conducteur s'apprête à stationner non loin de l'établissement à Cocody, 2 plateaux. L'homme aurait perdu le contrôle du véhicule qui s'est lancé dans une course folle. Bilan, 1 mort, 20 blessés, dont 8 cas graves. 12 autres passagers du minibus s'en sortent avec des blessures légères. Informé de la situation, le professeur Bakayoko Liramata, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est venu apporter le soutien du gouvernement aux victimes. L'équipe médicale nous a fait le point. Il y a 7 blessés graves qui sont donc venus dans cette clinique et nous déplorons un décès d'un étudiant de première de droit. Et nous sommes venus donc exprimer la compassion et la solidarité du Premier ministre et de tous les membres du gouvernement à la famille du défunt. Et je voudrais saluer donc Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et toute son équipe parce que le SAMU a eu une réaction très rapide qui a permis donc de prévenir les complications au niveau des blessés graves. Les étudiants encore sous le choc ont été pris en charge par les services de santé. Selon eux, le minibus a bien commencé son service à Port-Boué ce matin avant que la situation ne vire au drame devant l'établissement. Je vous conduis à présent dans les locaux de la BCEAO. Les responsables mettent en garde contre la vente de billets ou de pièces de francs CFA. Bien qu'interdite par la loi, la vente de billets de pièces de francs CFA est une activité qui prolifère en Côte d'Ivoire. Une activité à laquelle la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest entend mettre un terme définitif. Les contrevenants s'exposent désormais à des sanctions. Le reportage de Jean-Luc Bambo. Le commerce du détail est fréquemment perturbé par la rareté de petites coupures et de pièces de monnaie. Des incompréhensions fréquentes opposent les vendeurs et les clients lors du règlement des opérations commerciales. Une situation à laquelle est venu se greffer un phénomène, la vente de billets et de pièces de francs CFA. Nous, on s'en cherche une monnaie à la station, on demande à les apprentis. Souvent, on paye 400 cents, on leur donne 500. C'est comme ça, sinon on gagne monnaie pour venir vendre ici. On s'en paye la mosquée, le mendiant qui fait bisabili, on s'en paye ça là. Un phénomène qui prospère malgré son caractère illicite. Toute personne qui se rend coupable de cette pratique communément appelée vente de billets ou de pièces de monnaie de francs CFA s'expose à une peine d'emprisonnement d'1 an à 3 ans et à une peine d'amende de 1 million à 3 millions de francs CFA. Le directeur national de la BCEAO se veut rassurant quant à la disponibilité de la monnaie dans le commerce. La Banque centrale met régulièrement à la disposition de l'économie nationale des billets de petites coupures et des pièces de monnaie à travers notamment les banques, les régies financières, les pharmacies et les supermarchés. Pour ne pas tomber sous le coup de la loi, Chalouo Koulibaly invite les populations à la vigilance en refusant d'être des victimes ou complices de ces vendeurs de billets ou de pièces de francs CFA.
Et voilà un exemple à suivre. Vous allez le voir dans cet élément. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a initié une cérémonie d'honneur au drapeau. Et ce lundi matin, la cérémonie a eu lieu à l'ENA, École nationale d'administration. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de la Fonction publique. Les cérémonies d'honneur au drapeau, je rappelle, visent à contribuer à la promotion de la citoyenneté et des valeurs civiques. Le reportage de Ouattara Amadou Walter. Hymne national de Côte d'Ivoire avec la musique de la Gendarmerie nationale. L'École nationale d'administration ENA accueille la cérémonie d'honneur au drapeau ce premier lundi de février. Autorités ministérielles, directeurs de l'administration centrale, responsables de l'ENA et élèves fonctionnaires de la 54e promotion de cette école prennent part à cette rencontre. Une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Le ministre Sidi Timoko Touré souhaite qu'à travers cette action, chaque Ivoirien s'approprie les valeurs de civisme et de citoyenneté. Relever ce défi existentiel pour notre pays nous impose de changer de mentalité et de comportement pour devenir des citoyens dignes, responsables, en nous appropriant les valeurs fondamentales du civisme qui s'inculquent au sein de la cellule familiale, à l'école, dans les milieux professionnels et se renforcent tout au long de la vie. Président de cette cérémonie, le ministre de la Fonction publique a axé son intervention sur la promotion et le maintien de la fibre patriotique. Le général Issa Koulibaly est revenu sur le respect des symboles de la République. Ces signes et indices appelés symboles de la République mobilisent les sentiments des populations autour d'un idéal commun. Pour la Côte d'Ivoire, ces symboles sont au nombre de 5, à savoir l'hymne national, le drapeau, la devise, les armoiries de la République, le portrait du chef de l'État. Par solidarité gouvernementale, Pascal Abinakwakou, ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, a répondu présent à cette cérémonie d'honneur au drapeau. Des dépliants relatifs au message de civisme et un portrait du président de la République respectant les critères administratifs ont été remis à Madame le directeur général de l'ENA. Pour notre dossier de ce 20h, nous allons marquer un arrêt ce soir dans les garages anarchiques installés sur les trottoirs. Aux grandes dames des piétons et automobilistes, difficile de circuler sur certaines rues et voies. Ces espaces occupés de façon anarchique par des mécaniciens créent des désagréments, une situation à l'origine de conflits avec les riverains dans certains quartiers. Alors comment régler le problème? Élément de réponse dans ce dossier signé Mamadou Kwasi. Trècheville, avenue 9, rue 6. Difficile circulation pour les véhicules et piétons. La raison de ce désordre quotidien, l'installation anarchique de mécaniciens. En fait, on n'est pas un coin pour aller. Donc, on est obligé de se débrouiller comme ça. En fait, on ne peut pas aller voler, on ne peut pas aller casser le pot de quelqu'un. Et puis, on est dans la famille à nourrir. Ce tableau n'est pas unique car la commune de Trècheville. Toutes les communes du district d'Abidjan sont piquées par le virus. De Koumassi à Yopougon, en passant par Makori et Adjamé. Ces jeunes exercent illégalement leurs activités sur les trottoirs. Nos garages, c'est ici, parce qu'on n'a plus de garage, parce qu'on nous a mis au dehors. Parce qu'ils ont vendu le terrain. Nous, ça ne nous arrête pas, mais on est obligé de faire ça pour pouvoir de quoi nourrir la famille aussi. Sinon, ce n'est pas un plaisir pour nous de travailler au bord aussi comme ça. À Koumassi, avec la dégradation des voies, puisque ces voies n'étaient plus pratiquées, donc c'est devenu des garages à ciel ouvert. Et avec la reprise des travaux de réhabilitation des voiries, nous avons tenu une réunion avec les garagistes et depuis peu, nous avons commencé à ramasser des voitures pour les mettre à fourrière. Une situation souvent très gênante pour les riverains. La cohabitation devient parfois difficile. On est fatigué, on est très fatigué. Non mais vraiment ils sont gênants. Quand ils finissent le travail, ils laissent tout là. Souvent vers le but là. Actuellement on a refait le bitume. Ils ont dit que le bitume là, l'huile, la graisse et l'essence la garde le bitume. Mais ils continuent de travailler. Okay, on a attendu combien d'années avant d'avoir ce bitume là. Mais ils sont là encore dégradés ça. Mort. Mécanicien professionnel de son état, exerce en ces lieux depuis 1982. Aujourd'hui, son site n'arrive plus à contenir le flux de véhicules de luxe qui défilent dans son garage. Lui et sa vingtaine d'employés sont obligés d'utiliser les ruelles du quartier pour exercer leurs activités. Les difficultés majeures, c'est l'espace.
c'est l'espace. Parce qu'il faut dire que la mécanique a besoin de grands espaces. Mais ma conscience, je sais qu'on les dérange. Parce que dans un rite, il y a 5 ou 4, 5 ou 10 voitures et les gens ont des difficultés pour traverser, ce n'est pas trop logique. Mais qu'il faut faire? Il faut aller doucement pour trouver mieux. Quand on arrive chez lui, il faut reconnaître qu'on est dans les ruelles et les populations souvent nous empêchent même de garer devant les concessions. Parce que c'est vraiment très vite. Tout le monde sait que c'est les rues et les avenues. La question de recasement est sur toutes les lèvres. Mais les autorités compétentes assurent des mesures en vigueur. Donc nous leur disons que les garages doivent être situés dans des zones appropriées. La voie n'est pas un garage. Et donc, comme nous leur avons dit, nous leur avions donné un délai, c'était le mois de novembre. Et depuis début décembre, nous avons commencé. Alors qu'ils ne soient pas surpris que leur véhicule soit enlevé s'ils continuent à opérer aux abords des routes. C'est difficile ce que nous allons prendre comme décision, mais nous sommes obligés. C'est vrai, beaucoup de nos jeunes, beaucoup de personnes vivent de cette activité. Mais vous savez qu'une commune se doit d'être agréable. C'est pourquoi nous lançons un appel envers nos frères qui occupent anarchiquement ces routes. Nous leur demandons de prendre toutes les dispositions pour libérer ces espaces et permettre donc que nous assurions le cadre de vie de nos populations. À 13 villes, le site de Biafra est occupé à moitié par les mécaniciens, car le futur centre islamique de la coopération ivoiro-marocaine sortira de terre sur l'autre côté du terrain. Parlant du site de Ndotré dans la commune d'Abobo, les avis sont divergents et ne constituent pas pour ces mécaniciens une solution pour leur situation. En d'autres, les faits, ce n'est pas pour les garagistes, c'est pour les ferrailleurs. Actuellement, on cherche un site. Si l'État ou la mairie peut nous donner un site pour aller s'installer, on est prêt pour aller. Nous-mêmes, nous avions donné un espace ici qui devait réhabiliter, n'ont pas pu le faire. Je crois que le gouvernement a trouvé un espace à Ndotré. Et je pense que s'il y a une action vigoureuse qui se mène au niveau général, au niveau de l'État, ils seront bien obligés de rejoindre les espaces qu'on leur a affectés. Vous connaissez bien la situation de Treichville. Nous avons une petite commune bâtie depuis très longtemps et nous n'avons pas la chance d'avoir des espaces. C'est ça notre véritable problème. Mais ça ne donne pas de raison pour que l'on utilise nos voies pour en faire des garages sauvages. Mais en entendant, c'est difficilement que ces artisans sortis eux-mêmes de garages de fortune pour d'autres exercent leurs activités dans les rues du district d'Abidjan. Voilà, garage anarchique sur le trottoir, un sujet réalisé par Mamadou Kwasi. Sur le terrain politique à présent, les tournées d'information et de sensibilisation se poursuivent au RDR. La secrétaire générale du Rassemblement des Républicains, Kandia Camara, était à la tête d'une délégation dans la commune de Koumassi. Elle a invité les militants du RDR à l'Union. Abou Sanouko. Merci. Koumassi, place Inch'Allah. Kandia Camara, secrétaire général du RDR, à la tête d'une forte délégation à la rencontre des militants. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des tournées d'information et de sensibilisation initiées par la haute direction de ce parti et dont l'objectif est de maintenir la flamme militante. Ainsi, la secrétaire générale du RDR a d'entrée remercié et félicité l'ensemble des militants de la commune de Koumassi pour leur mobilisation lors du 3e congrès ordinaire de leur parti, puis a invité les représentants du parti à Koumassi à l'unité. Ce que nous attendons de vous, c'est l'union, la fraternité, la cohésion, le vivre ensemble. Kandia Camara a saisi l'aubaine pour rappeler la volonté du président d'honneur du RDR d'aller au parti unifié, puis a exhorté les nouveaux majeurs à s'inscrire sur la liste électorale. Avant d'aller au parti unifié, nous voulons que le RDR soit fort, que le RDR soit conquérant. Nous devons faire en sorte que tous les jeunes qui ont 18 ans et plus et qui ne sont pas sur la liste, que tous ces jeunes soient inscrits sur la liste électorale. Les principaux leaders du parti à Koumassi s'engagent à travailler dans l'union et dans l'intérêt de leur parti. Kandia Camara a annoncé la tenue d'un giga-meeting à la place Inch'Allah dans les jours à venir. Dans les domaines agricoles, selon l'Organisation internationale du café, la demande mondiale du café devrait augmenter de 25% d'ici à 2025 en raison de la demande croissante de nouveaux marchés. Mais il faut combler le déficit de 60 millions de sacs. L'Afrique veut augmenter sa part du marché, mais comment? Une rencontre se tient justement dans la ville historique de Grand Bassam. Le reportage de Noël Niagno.
Le café, hier, produit capital des pays d'Afrique en raison des recettes tirées de son exportation pour les pays producteurs. L'Afrique occupait la 2e place après l'Amérique du Sud. La Côte d'Ivoire comptait dans le top 5 des pays producteurs. Aujourd'hui, les réalités sont tout autres. Les pays africains producteurs sont placés devant le double défi d'une production insuffisante et d'un niveau de consommation très faible. Le premier pourrait s'expliquer par le fait du vieillissement et des maladies des vergers, de l'âge avancé des producteurs, de la pénibilité des travaux liés à la culture et à la production, de l'utilisation des plants peu performants en termes de productivité, de la rareté de plus en plus marquée de terres et de la timide vulgarisation des fruits de la recherche. Le second pourrait trouver réponse dans le faible niveau de transformation locale du café. Il faut corriger cet état de fait et repositionner l'Afrique dans le peloton de tête parce que le marché va croître de 25% dans les 10 prochaines années. Or, le déficit actuel est de 60 millions de sacs par an. Les pays producteurs africains veulent améliorer leur niveau de production en quantité et en qualité, c'est-à-dire augmenter leur part de marché. Une réflexion est initiée à cet effet en Côte d'Ivoire, à Grand-Bassam, sur 2 jours. Les sommités de la filière, les chercheurs se donnent le temps de coordonner leurs approches de la productivité et de la transformation pour exploiter tout le potentiel économique de cette spéculation à forte valeur ajoutée. D'autres défis à relever avec le ministre Jean-Claude Brou qui veut étendre les prestations sociales aux acteurs du monde rural. Dans cette vision, les planteurs et leurs familles doivent pouvoir bénéficier d'avantages sociaux, comme cela se fait avec les travailleurs du secteur formel. Pour analyser tous les aspects, des réflexions se tiennent depuis ce matin à Abidjan. Serge Collier. Premier pourvoyeur d'emplois en Côte d'Ivoire, socle du développement économique, le secteur agricole continue cependant de baigner dans un environnement précaire. Les travailleurs et leurs familles évoluent dans l'informel et ne bénéficient d'aucune couverture ou protection sociale. Pour le ministre Jean-Claude Kwasi, il faut mettre fin à cette situation. Aujourd'hui, les seuls travailleurs couverts sont issus du secteur formel, public et privé. La question de la protection sociale des travailleurs exerçant dans le monde agricole constitue l'une des priorités de nos gouvernements respectifs et des organisations internationales qui sont nos partenaires techniques et financiers. Quelles sont les barrières qui font obstacle à la mise en œuvre d'une politique de protection sociale en faveur des planteurs et producteurs des zones rurales? Quelles solutions envisager? Autant de questions qui fondent la tenue de cet atelier. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique organise une rencontre de formation des responsables de haut niveau. Objectif de cette formation, sensibiliser les responsables de haut niveau sur la gestion des urgences et risques sanitaires au système de gestion des incidents. Le reportage de Chris Diomandé est commenté pour vous par Franck Quadio. Forte fièvre, douleurs articulaires, hémorragie, puis décès 14 jours après l'apparition des symptômes. La fièvre de Lassa, diagnostiquée pour la première fois en novembre 2014 au Bénin, selon l'OMS, sévit actuellement dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Nigeria, le Mali, le Ghana, le Libéria et la Guinée. La maladie se transmet à l'homme par contact avec les aliments ou des articles ménagers contaminés par l'urine ou les excréments des rongeurs. Au regard de la situation qui prévaut dans ces pays affectés et le flux de mouvement des populations entre les pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire n'est pas à l'abri de risque de propagation de la maladie. Il était important que dans le cadre de cette lutte multisectorielle pour faire face aux urgences et aux différentes épidémies, que les responsables de haut niveau dans les différents ministères puissent être sensibilisés à la gestion de ces crises. Du centre des opérations d'urgence qui a été créé depuis 2015. C'est pour que ce soit le centre de coordination de ces différentes activités, de ces différentes actions qui sont prises en cas d'urgence, en cas d'épidémie. Une information transversale, la santé, mais aussi les secteurs de l'économie, la sécurité, le transport et l'environnement, entre autres, sont concernés.
Ces assises se dérouleront sur 4 jours. Il s'agira de faire un plaidoyer sur la mise en œuvre des moyens structurants et financiers pour l'accompagnement de la gestion des urgences et menaces sanitaires en Côte d'Ivoire. Un sport football cité parmi les favoris depuis le début du CHAN, championnat d'Afrique des Nations. Le Maroc a confirmé son statut en remportant hier le trophée du tournoi. Les Lions de l'Atlas ont battu 4-0 en finale le Nigeria au stade Mohamed V de Casablanca. Samuel Nech. Sous une pluie battante, la 5e finale de l'histoire du CHAN s'est quasiment résumée à une démonstration des hommes de Jamal Selami qui ont largement dominé leur adversaire. Follement encouragés par les supporters du complexe Mohamed V de Casablanca, les Lions de l'Atlas ouvrent le score à la 45e minute par Zakaria Adraf. Un but qui donne l'avantage aux locaux à la pause. En seconde période, les Super Eagles réduits à 10 suite à l'expulsion de Moses Ndji ont du mal à freiner les offensives marocaines. À l'heure de jeu, El Karti porte le score à 2-0. On la reprise! Gabi sur le poteau! Il la frappe encore! Et le deuxième but! Deuxième but pour le Maroc! Avant que 3 minutes plus tard, Zakaria Adraf n'alourdisse la donne. La tête qui va centrer pour le Gabi! Le défenseur, le gardien et le troisième but! La fête ne pouvait être totale sans que la révélation du tournoi, Ayoub El Kaabi, ne trouve le chemin des filets. À la 73e minute, il profite d'une frappe dévissée de Nairi pour inscrire le 4e but de la rencontre. Un but qui fait de lui le meilleur buteur de la compétition avec un total de 9 buts. Soit 4 de plus que l'ancien record qui appartenait au Zambien Given Singuluma lors de la première édition il y a 9 ans. Le Maroc remporte son CHAN 2018 et succède à la RDC. C'est la première fois dans l'histoire du CHAN qu'un pays est sacré à domicile. La prochaine édition aura lieu en Éthiopie en 2020. Je vous propose maintenant un bref tour de l'actualité à l'étranger. Nous irons notamment en Guinée, où l'on attend les résultats des élections municipales tenues hier dimanche. Près de 30 000 candidats, dont 7 055 femmes, sont en lice pour ce scrutin qui ne s'est pas tenu en Guinée depuis 2005. Moussa Konati. Des échauffourées ont eu lieu ce lundi en Guinée après des élections locales tenues ce dimanche dernier dans le pays. Des électeurs, administrateurs territoriaux, candidats indépendants se sont affrontés. Il aurait eu un mort. Les résultats sont attendus jusqu'au vendredi 9 février. Les dernières échéances locales en Guinée remontent à 2005 sous le régime du général Lassana Conté. Environ 6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner les dirigeants des 342 communes. Des responsables de l'opposition ont dénoncé des fraudes massives lors de ces élections. Jacob Zuma est poussé vers la sortie par l'ANC, le Congrès national africain. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud s'est réuni ce lundi pour tenter de trancher la question du départ anticipé du président Zuma, de plus en plus urgente, à 3 jours de son discours sur l'état de l'Union devant le Parlement. L'ANC veut éviter la débâcle aux élections générales de 2019. Le parti, écœuré par les multiples affaires de corruption dont est accusé le chef de l'État. Les partisans du nouveau chef de l'ANC, Cyril Ramaphosa, élu en décembre sur la promesse de lutter contre la corruption, font tout pour son départ. Le procès à Bruxelles où comparaît Salah Abdeslam a été suspendu jusqu'à jeudi. Le seul membre encore vivant des commandos djihadistes du 13 novembre 2015, accusé d'avoir tiré sur des policiers dans la capitale belge en mars 2016. Une deuxième journée d'audience était initialement prévue pour mardi, mais elle a été annulée pour permettre à Maître Svan Meri, l'avocat de Salah Abdeslam, de préparer sa plaidoirie, a annoncé la présidente du tribunal, Marie-France Göttgen. L'accélération de la procédure s'explique en partie par le refus de Salah Abdeslam de répondre aux questions. Voilà, c'est la fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Michel Mambo pour un nouveau journal. À demain, à la même heure.